I think when it comes to Je BRICS, pense que, quand on parle des BRICS, il faut aussi mentionner une autre organisation qu'on appelle l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est en quelque sorte une coalition axée sur la sécurité. Les principales préoccupations de ces pays, c'est justement la sécurité. Les BRICS, à l'origine, étaient surtout centrés sur les questions économiques, sur l'économie en général. Mais est-ce que vous voyez l'avenir de cette façon? Parce que l'ONU, avec le temps, et surtout avec la guerre en Asie de l'Ouest, et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, eh bien l'ONU, à cause de la structure même du Conseil de sécurité, ne fonctionne plus vraiment. On voit des pays puissants, comme l'Inde ou encore le Brésil, qui ne font pas partie du Conseil de sécurité, alors qu'une poignée de pays décide en gros de tout. Et nous avons deux pays, la Russie et la Chine, sur la partie eurasiatique que couvrent les BRICS. Et trois pays viennent de l'Occident. Toute la structure des Nations Unies est remise en question, parce qu'elle n'a pas été capable de mettre fin au génocide au Liban, à Gaza, en Palestine par exemple. L'un des sujets principaux hier, c'était les rapports de l'ONU qui montrent ce qui se passe en Palestine, et personne ne semble avoir le moindre pouvoir pour mettre fin à cette guerre. Tout se joue sur le champ de bataille. Mais quand on parle des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, à mon avis, ils peuvent apporter un peu d'air frais à l'ensemble de la communauté internationale. Et selon vous, est-ce qu'on approche du moment où les deux camps vont décider justement comment aborder les questions de sécurité dans d'autres régions du monde? Parce qu'on le sait, par exemple, la Chine parle du cas de la Palestine, l'Iran en parle aussi, la Russie en parle. En fait, la Palestine est un peu devenue la question centrale, vous voyez, parce que les Palestiniens n'ont pas de puissance militaire. Ils n'ont aucun moyen de défense. Ce sont essentiellement des civils attaqués par Israël. C'est un énorme test pour l'ONU, mais elle a échoué à proposer la moindre solution. C'est pour ça qu'on a besoin des BRICS, qu'on a besoin de l'OCS, qu'on a besoin d'une nouvelle approche face à ce qui se passe dans le monde. Pensez-vous qu'avec le temps, ces deux institutions vont finir par se rapprocher, qu'elles vont définir une nouvelle forme de sécurité pour la région? Alors, vous savez, vous avez soulevé 3 points. Laissez-moi y répondre. Le premier, c'est l'OCS. L'Organisation de coopération de Shanghai, à l'origine, c'était surtout une organisation de sécurité. L'objectif principal, c'était la sécurité. On parlait des 3 fléaux, le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. C'est de là que tout est parti. Au départ, on avait les pays d'Asie centrale, donc essentiellement ceux qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. Et puis, il y avait la Russie et la Chine. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2025, il y a eu le sommet de l'OCS en Chine, en septembre, à Tianjin. Et là, quelque chose de nouveau s'est produit. La Chine a annoncé que l'OCS allait désormais avoir sa propre banque. Donc ce sera une banque de l'OCS. Autrement dit, à partir de la sécurité, il passe maintenant aussi au développement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, selon moi, l'OCS regarde vers le continent eurasiatique, à l'exception de l'Europe de l'Ouest. Alors que les BRICS, eux, ont une portée mondiale. Mais les BRICS, encore une fois, puisque cela vient du RIC, du point de vue des Russes, qui ont eu l'idée du RIC, c'était avant tout une question de géopolitique. Parce que Primakov, à la fin des années 90, cherchait à créer un contrepoids à l'Ouest américain, du côté de l'Est. Il a donc pensé à 3 pays très peuplés, la Russie elle-même, la Chine et l'Inde. Et il s'est dit, réunissons-les. Et après ça, vers 2008, les Chinois se sont dit, écoutez, on peut y intégrer la géoéconomie puisque c'est notre point fort. C'est là qu'est arrivée l'initiative des nouvelles routes de la soie. Donc, l'idée ici, c'est que les BRICS ont une portée mondiale. Mais les BRICS et cette initiative font en réalité le même travail, l'un à l'échelle régionale,
l'autre à l'échelle mondiale. Alors, cela étant dit, venons-en à la question palestinienne. Du point de vue iranien, eux qui ont remporté la guerre en Asie de l'Ouest, ils ont été très clairs. Dans le protocole d'accord signé avec les Américains, Gaza n'est pas mentionné, la Palestine non plus. Mais je pense, même le professeur Marandi, je l'ai entendu dans une interview ou peut-être ailleurs, disait que la question palestinienne reste extrêmement importante. Ce qui est important, à mon avis, c'est qu'une fois que le protocole d'accord deviendra l'accord final, et je pense vraiment que ce sera le cas, ça ne se fera peut-être pas dans 60 ou 90 jours, mais ça finira par arriver, plutôt tôt que tard. Et la raison est simple. Le président Trump veut sortir de cette guerre. Il a d'autres priorités. Ce n'est pas sa guerre. Bien sûr, les Américains paieront un lourd tribut. C'est un autre sujet. Pour être entrés dans ce conflit. Quant aux Chinois, eux, ils ont déjà beaucoup travaillé en amont. Souvenez-vous, en 2024 à Pékin, les Chinois ont réuni 14 factions palestiniennes, dont le Fatah et le Hamas. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissaient à une structure d'autonomie palestinienne. Et puis, ils n'ont cessé de répéter qu'il faut une solution à deux États, qu'il faut revenir aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Et du point de vue iranien, c'est très clair. Tant que la question du Hamas et de la Palestine n'est pas traitée dans une deuxième étape, après la signature de l'accord final, Israël ne sera pas réellement freiné. Le rêve d'un grand Israël ne s'arrêtera pas avec la signature de cet accord. Il ne prendra fin que lorsque la question palestinienne sera réglée. Alors, la vraie question, c'est pourquoi ai-je autant d'espoir que ce dossier finira par être résolu? Eh bien, cet espoir vient du fait que jusqu'à présent, ce problème n'a jamais été réglé parce que le monde était bipolaire. Le monde est ensuite devenu unipolaire. Aujourd'hui, il est multipolaire, avec 3 grandes puissances. Ce n'est plus une seule grande puissance, l'Amérique. Il y en a 2 autres. Et maintenant, en Asie de l'Ouest, on cherche à mettre en place un cadre régional pour traiter les problèmes régionaux, où tous les pays de la région se sont réunis. Tous ces pays comprennent, y compris celui qui vient de l'extérieur, mais qui joue désormais un rôle régional, c'est-à-dire le Pakistan. Ils comprennent tous que tant que la question palestinienne ne sera pas résolue, la paix ne viendra pas en Asie de l'Ouest. Elle ne viendra pas du tout. Donc l'espoir aujourd'hui, c'est que les Russes soutiennent cette approche et que les Chinois la soutiennent aussi. La guerre en Asie de l'Ouest a mis en place un cadre régional où certains acteurs, comme quelques pays du CCG, par exemple le Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, n'ont pas encore vraiment accepté l'idée d'un tel cadre régional. Ils veulent encore que les Américains soient présents. C'est pour ça qu'hier, Marco Rubio s'est rendu dans ces 3 États. Il est allé aux Émirats, puis à Bahreïn, ensuite au Koweït, et il a réuni tout le monde, parce qu'en réalité, il leur donne une forme d'assurance. Il leur dit, en gros, vous serez en sécurité et le droit international sera respecté. Et peut-être qu'il a aussi parlé d'Israël. Donc ce que je veux dire, c'est que je vois là un grand espoir et la possibilité que les Iraniens parviennent à accomplir quelque chose de vraiment important. Et c'est là que le nouvel ordre mondial entre en jeu. Et la question palestinienne a, selon moi, une réelle chance d'être résolue dans ce nouvel ordre mondial. C'est comme ça que je le vois. Et bien sûr, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, qui ont beaucoup évolué elles aussi, auront un rôle très important à jouer, parce que ce sont des institutions majeures. Quant à l'ONU, Wang Yi a déjà déclaré que le secrétaire général devait être une personne neutre. Mais cela, à lui seul, ne réformera pas l'ONU. Toutes les institutions créées à l'époque, les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, toutes auront besoin d'être réformées.
Donc je pense qu'un début a été fait. On le voit clairement sur le terrain, en Asie de l'Ouest. Un nouvel ordre régional est en train d'émerger. C'est une réelle possibilité. Et donc il y a de fortes chances que même après la consolidation des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, les choses continuent d'évoluer. Je me projette sur une période d'environ 5 ans. Peut-être qu'après cela, la prochaine étape concernera les Nations Unies. L'ONU doit se réformer. Et selon moi, la première réforme devrait être de déplacer son siège vers un pays du Sud global. À mon avis, il faut qu'elle quitte New York. Elle ne peut plus rester là-bas. En somme, nous assistons à ce que Xi Jinping appelle un changement qui n'arrive qu'une fois par siècle. Et à mon sens, un bon départ a déjà été pris en Asie de l'Ouest. Je pense que quand il s'agit de l'Europe, la situation est un peu compliquée. L'Europe soutenait la guerre contre l'Iran, la guerre israélo-américaine contre l'Iran. La chancelière allemande, avant que la guerre ne commence, après la première phase du conflit, c'est-à-dire l'attaque israélienne de juin 2025, a déclaré « Ils font le sale boulot à notre place contre l'Iran ». Ensuite, il y a eu la deuxième phase de la guerre. Israël et les États-Unis se sont alliés pour attaquer l'Iran. Au départ, ils ont soutenu cette guerre. Puis en voyant ce qui se passait, ils ont dit non, on ne va pas en faire partie. Vous savez, Donald Trump les suppliait presque d'ouvrir ce radar pour que les États-Unis puissent l'utiliser. Ils ont répondu non, on ne participera pas à ça. Hier, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré qu'il y avait eu plus de 4 à 5 000 vols. Les États-Unis ont utilisé des bases américaines en Europe pour attaquer l'Iran. Plus de 4 à 5 000. C'est énorme. Parce que, du côté iranien, du moins d'après les médias, d'après ce que j'ai lu dans la presse iranienne et internationale, on pensait que l'Europe aidait les États-Unis, surtout en matière de renseignement, et peut-être sur le plan défensif, en envoyant leurs capacités de défense et leurs radars de communication pour aider Israël à se protéger pendant la guerre. Et là, on voit le secrétaire général de l'OTAN sortir et dire « Non, nous faisions partie des offensives. Nous faisions tout pour faciliter les attaques contre l'Iran. » Je pense que ça apporte une certaine lucidité à ces gens en Iran. Parce qu'on a les mêmes types de personnes, pas seulement en Iran, mais aussi en Russie. Ils pensent que la seule solution pour ces deux pays, c'est de se rapprocher de l'Occident, d'avoir de meilleures relations avec lui. Mais le problème, c'est que l'Occident ne comprend pas ça. Il n'en veut pas. Et quand ces pays vont dans cette direction, l'Occident voit ça comme une forme de faiblesse. À mon avis, c'est quelque chose de très important pour les Iraniens, pour ces gens-là, les décideurs en Iran. Mais malgré tout ça, comment voyez-vous l'Europe se redéfinir et se repositionner face aux nouveaux changements en cours? Voyez-vous, le plus grand problème aujourd'hui en Europe, à mon avis, c'est la survie de l'OTAN. C'est essentiel pour eux. Et c'est l'un des sujets clés qui seront abordés à Ankara, où le sommet de l'OTAN doit se tenir les 6 et 7 juillet. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a parlé avec le président Trump. Et c'est là qu'il lui a dit qu'environ 4 à 500 vols américains avaient décollé de bases italiennes pendant cette guerre en Asie de l'Ouest. Et il a aussi dit au président Trump que voilà, les Européens font maintenant une bonne partie du travail eux-mêmes. Il a même donné un chiffre. Les pays européens auraient dépensé environ 1 300 milliards de dollars. Parce que les Américains veulent que l'effort principal soit fait par les alliés en Europe si l'OTAN veut continuer à exister. En gros, ces 1 300 milliards, c'est l'argent que les Européens ont versé aux Américains pour leur acheter des armes afin de combattre la Russie. Le problème de l'Union européenne et des Européens, surtout en Europe de l'Ouest,
c'est qu'ils ne semblent pas comprendre que la Russie possède un immense territoire, qu'elle a énormément de ressources à elle, et qu'en réalité, la Russie n'a aucune raison d'aller envahir l'Europe de l'Est ou un autre pays. Si vous regardez la carte, vous vous rendez compte qu'en réalité, la Russie affronte toute la puissance de l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 bases aériennes, une en Pologne et une en Roumanie, où tout converge. Tout arrive de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, tout passe par là. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui environ 80 000 soldats américains en Europe, et ils ne veulent pas que ces troupes partent. Au lieu de réfléchir au concept de sécurité collective, vous voyez, la sécurité collective, c'est le principe du nouvel ordre mondial. Eh bien, c'est justement ce à quoi les Iraniens, avec leurs alliés régionaux et le Pakistan, commencent à réfléchir en Asie de l'Ouest. Un concept similaire de sécurité collective leur a été proposé tant de fois par les Russes. Lavrov continue d'en parler en disant qu'il faut une sécurité collective parce qu'il n'y a aucun sens à considérer la Russie comme un adversaire. Pourquoi ne pas vous rassembler tous sous le même parapluie de sécurité collective? Mais les Européens de l'Ouest ne veulent pas le faire, parce qu'au fond, c'est de la russophobie. Ils n'arrivent pas à se détacher de leurs dirigeants. Ils n'arrivent pas à sortir de cette logique, à mon avis. Donc ce que je veux dire, c'est que pour les Européens, la situation est très mauvaise. Pourquoi très mauvaise? Parce qu'à un moment où le monde change, leur sécurité, à eux aussi, n'est plus garantie. Alors, ils n'ont pas vraiment de politique étrangère propre. Je veux dire, cette Union européenne qu'ils ont créée, son Parlement n'est même pas un vrai Parlement élu. Il a juste été mis en place comme ça. Et puis, il y a quoi? 14 ou 15 langues différentes dans tous ces pays. Par exemple, ils ont signé un accord de libre-échange avec l'Inde. Mais cet accord va mettre environ 2 ans avant d'être réellement conclu. Et d'ici là, la configuration de l'Europe aura changé. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe, malgré une économie de 20 000 milliards, est en train de décliner fortement. Elle a pourtant beaucoup d'atouts. Des atouts dans le domaine de la défense, des atouts dans la technologie. Ça, il n'y a aucun doute. Mais le problème, c'est que quand ces choses de base ne sont pas réglées, si on n'arrive même pas à faire ça, alors évidemment, on est dans une très mauvaise posture. Donc l'Europe n'a pas vraiment d'avenir si elle continue comme ça. Je veux dire, le monde d'aujourd'hui doit tirer les leçons de l'Asie de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Et comment ils ont... Enfin, regardez, la guerre, en ce qui concerne les Iraniens, vous le savez mieux que moi. À mon avis, les Iraniens se préparent à cette guerre depuis des décennies. Peut-être même depuis la guerre qu'ils ont eue avec Saddam Hussein, à cette époque-là, cette guerre de 8 ans. Donc, ils se préparent depuis un moment et on le voit bien dans leurs installations. Tout est souterrain. Leur capacité de production, leurs drones, tout est enfoui sous terre. Et, de manière très réfléchie, ils ont noué des relations avec la Russie, ils ont noué des relations avec la Chine. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2026, ce qui s'est passé, et c'est sans doute l'une des leçons que les Iraniens ont tirées de la guerre de 12 jours, ils ont décidé de passer du GPS au système Beidou des Chinois. Et Beidou, c'est un système très puissant. Il fonctionne à 2 niveaux. D'abord, la constellation de satellites Beidou, et ensuite des satellites d'appoint Yagon, qui opèrent en orbite terrestre basse. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, l'Iran a fait preuve d'une grande intelligence en élaborant sa stratégie militaire, et aussi en comprenant que ce qui compte, ce n'est pas l'unité de commandement, mais l'unité d'action. Et tous ses alliés, ce qu'ils appellent le front de la résistance, c'est justement cette unité d'action. Tous ces pays, comme le Hezbollah et d'autres, sont essentiels pour leur défense. Donc, il n'est pas question pour eux d'abandonner ces partenaires.
Autrement dit, l'Iran a fait quelque chose que beaucoup de gens n'avaient absolument pas prévu. Et maintenant, les Européens, puisque nous parlons d'eux, à mon avis, leur grande préoccupation, c'est la conférence de l'OTAN, le sommet de l'OTAN, qui doit se tenir à Ankara et qui sera vraiment très très important. Quelles sont toutes les décisions qui sont prises ici? Parce que, en ce qui concerne Trump, à mon avis, il en a complètement marre. Il veut en gros se tourner vers l'océan Arctique. Parce que, là où on en est, le Brésil est dans l'hémisphère ouest et la menace militaire pour lui se trouve dans l'océan Arctique. C'est pour ça qu'il a créé ce département de la guerre. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont maintenant demandé un budget d'1,5 billion de dollars pour le Pentagone pour l'année 2027. L'un des éléments clés qu'ils recherchent, c'est le dôme d'or dans toute cette refonte de la structure de l'ancienne guerre froide à cause des nouveaux missiles que la Russie et la Chine possèdent aujourd'hui. Je veux souligner ici que les Iraniens sont un peuple extrêmement intelligent. Ils ont compris que quand on a un adversaire situé à plus de 1000 km, en l'occurrence Israël, ce qu'il faut, ce sont des missiles. Il faut la suprématie des missiles, pas la suprématie aérienne. Parce que pour dominer dans les airs, il faut aussi des ravitailleurs et beaucoup d'autres moyens. Et pour un pays soumis à d'énormes sanctions depuis 1979, ils ont dépensé leur argent avec une grande prudence. Franchement, chapeau à tous les Iraniens en ce qui me concerne. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour eux. Oui,